pas non plus un hasard si Carney signale tout ça au moment où les États-Unis traversent la pire crise migratoire de leur histoire. Allegedly. Mélange ça avec un passé, un brin raciste et génocidaire, puis tout est en place pour l'établissement d'une politique de la mort, c'est-à-dire le fascisme. Tout le monde devient potentiellement un réfugié, un apatride ou un homme en général. Et puis c'est là qu'émerge le camp. Ce lieu à l'antipode de la naissance et de la vie nue qui reste encore à imaginer, c'est-à-dire ce lieu de la mort insignifiante de l'homme tuable et insacrifiable. Podcast d'urgence chez Bleu Cinéma. Le fascisme est arrivé et le pire reste à venir, nous estimons, malheureusement. Bon. D'abord, une chose, suivez Bleu Cinéma sur les réseaux, s'il vous plaît. Ce court, long épisode est aussi disponible sur YouTube et sur les plateformes audio telles que Spotify et Apple Podcasts. Donc, s'il vous plaît, supportez la cause, supportez la résistance. Bon, s'il vous plaît, c'est important. Donc, sans plus tarder, le discours de Mark Carney à Davos. Ce discours a fait tourner bien les têtes il y a une semaine et demie environ. On l'a encensé de toutes parts, mais au-delà de son honorabilité, de son éloquence, de son érudition, Carney a dit quelque chose d'immensément important dans ce discours, puis je crois que c'est malheureusement un peu passé dans le beurre. Donc, je veux revenir là-dessus. En fait, tout le monde a signalé surtout la portée symbolique du parallèle que Carney a tracé avec l'essai de Václav Havel, The Power of the Powerless. Rappelons pour le coup que Václav Havel a été président de la République tchèque entre 1993 et 2003. Et que dans son livre, il se demande en fait... d'ailleurs, Václav Havel, c'est ça, était le président de la République tchèque, et c'était aussi un résistant, c'était quelqu'un qui a lutté contre la dictature toute sa vie. C'était un homme assez respectable de son vivant. Puis bon, il a écrit cet essai-là, The Power of the Powerless. Puis il se questionne, en fait, dans cet essai-là, sur le régime communiste soviétique. Puis il se demande, en fait, comment le système a-t-il pu bien tenir, malgré le fait que le système craquait de partout. Havel donne, pour expliquer ça, il donne l'exemple d'un épicier qui, chaque matin, place une affiche dans sa fenêtre sur laquelle il est écrit « Travailleurs du monde entier, unissons-nous. Workers of the world, unite. » L'épicier n'y croit pas 2 secondes, ni ses clients, ni personne, mais il l'accroche quand même par conformité, puis pour s'éviter des problèmes, en fait. Tous les marchands font la même chose. Le régime persiste non par la violence, mais par la participation de gens ordinaires en regard à de tels rituels en lesquels personne ne croit vraiment. Mais bon, le régime persiste par la performativité. On le performe, donc il existe. Pour Carney, ce parallèle, c'est surtout en fait l'histoire du monde contemporain, puis de la fin de l'hégémonie américaine qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, a dominé pas mal le monde. Cette hégémonie-là, c'est aussi celle du capitalisme mondial. C'est aussi le droit international, la loi internationale, l'ONU, ce qu'on a appelé la transversalité. C'est toutes des affaires à base qui ont été menées par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Le système qui régnait depuis lors arrive, selon le premier ministre, à sa fin, puis il est inutile de continuer d'y prêter allégeance. Et c'est là, à mon avis, que Carney prononce les mots les plus importants de son discours, parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'il révèle ce qu'est le système profondément. Il dit, le pouvoir du système ne vient pas de sa vérité, mais de la volonté générale d'agir comme s'il était vrai. Comme s'il était vrai. Et c'est de là aussi que vient sa fragilité. Dès qu'une personne cesse de jouer ce rôle, dès que l'épicier enlève son écriteau, l'illusion commence à se fissurer. Mes amis, il est temps que les entreprises et les pays retirent leurs pancartes.
Fin de citation. Ce qu'il y a de crucial à saisir ici, ce sont les mots « comme si ». Le système de loi internationale, ce qu'il appelle l'ordre international fondé sur des règles, il parle de rules-based international order, sont effectivement les lois internationales en fonction desquelles les puissances étatiques et privées se sont pliées pour gouverner avec un certain discernement. Mais c'est aussi le capitalisme mondial issu de l'hégémonie néolibérale qui, paradoxalement, déréglemente toujours plus. Or, Carney signale le paradoxe inhérent à cet ordre mondial qui, tous le savent, peut être miné de l'intérieur du moment que quelconque acteur assez puissant décide de s'y soustraire. Carney dit « Nous savions que le récit de l'ordre international fondé sur des règles était en partie faux. Les plus forts s'en exonéraient lorsque cela les arrangeait, et les règles du commerce étaient appliquées de manière asymétrique. » Fin de citation. Les mots « comme si » relèvent du régime de la fiction, voire du jeu. On fait semblant. Et Carney s'en cache jamais. C'est ce qui est plus étonnant, en fait. Il dit « Cette fiction a été utile, et l'hégémonie américaine en particulier. Elle a contribué à fournir des biens publics, des voies maritimes ouvertes, un système financier stable, la sécurité collective et le soutien des cadres de résolution des différends. Nous avons donc placé l'écriteau dans la vitrine, nous avons pris part au rituel, et pour l'essentiel, évité de souligner les écarts entre la rhétorique et la réalité. Or, ce compromis ne fonctionne plus, soyons clairs, nous sommes au cœur d'une rupture et non d'une transition. » Fin de citation. Carney se fait très lucide en admettant que les règlements que les puissances mondiales se sont donnés étaient assises sur strictement rien, si ce n'est que la bonne volonté des États. Je rappelle les mots qu'il a employés. De la volonté générale d'agir comme s'il était vrai, le système. On fait donc face à un problème majeur quant aux règles du jeu auxquelles nous jouons depuis 75 ans et qui, aujourd'hui, n'existent plus, ou à tout le moins s'effritent. Un joueur du jeu s'est mis à tricher, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. En conséquence, le jeu devient caduc. L'espace de jeu sur lequel on s'était mutuellement entendu de bonne foi ne légifère plus, parce que le contrat est brisé, parce que les arbitres sont impuissants. On appelle des punitions, mais le joueur les refuse. On l'expulse du jeu, mais le joueur refuse de quitter. Il n'y a plus de jeu. La fiction n'est plus acceptée, et puis on se retrouve désormais juste en face du réel, dans un état des choses complètement désordonné, une genre d'anarchie. En effet, le rules-based international order n'est plus. Petite note rapide quant à ce que je viens de dire là, sur cet ordre mondial qui, parce que on refuse d'y jouer, finalement, le jeu n'existe plus, les règles ne tiennent plus, donc on fait un peu ce qu'on veut, puis on se retrouve devant un réel un peu désordonné, une genre d'anarchie. Je lisais un article d'The Atlantic un matin qui rappelait ce que Stephen Miller, un des plus proches conseillers de Trump, et le gars qui a probablement l'air le gars sur la terre en ce moment qui a le plus l'air d'un fasciste. En tout cas, il dit dans une entrevue qu'il a donnée à CNN à la suite de l'invasion du Venezuela, il dit à la télé, il dit We live in a world in which you can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. Fin de citation. Donc on voit un peu dans le genre de logique on opère en ce moment. Là. Donc retour aux vidéos. La question qu'il faut désormais se poser, c'est si cet ordre mondial ne reposait sur rien d'autre que la bonne volonté des participants et qu'à tout moment il pouvait éclater si l'un d'eux décidait tout simplement de s'y soustraire. Quelle valeur ces lois internationales avaient-elles? Car on remarque qu'en dépit des organisations internationales de tous acabit, jamais n'ont-elles empêché quelconque abus de pouvoir dans le monde. Ces instances internationales, on le sait, n'ont tout simplement jamais eu aucun pouvoir coercitif. Carney le sait. Il parle de règles qui sont appliquées de manière asymétrique. Quelle valeur ont donc ces lois internationales, ces déclarations des droits de l'homme? La réponse? Aucune. En aucun temps. C'est pour moi là où le discours de Carney devient véritablement historique et extraordinaire, à savoir qu'il admet non seulement l'échec et la fin d'un régime, mais surtout son aberration intrinsèque. Pour comprendre toute la portée d'un pareil moment, il faut comprendre qu'en vérité, le propos de Carney n'a rien d'exceptionnel. Au contraire, il fait juste admettre le principe même du monde dans lequel on vit,
ou plutôt la contradiction sur laquelle il est assis. Il faudrait donc surtout pas s'étonner de l'apprendre, en fait. C'est spécial qu'un qu'un leader de sa stature l'admette, mais c'est pas étonnant. Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, en fait, n'a rien d'une anomalie politique. Ce n'est que l'émergence des fondements même du système, en fait. Toute cette démocratie en laquelle nous prêtons allégeance une fois de temps en temps n'est toujours qu'une mascarade en attendant le retour de son point zéro, soit l'état martial. L'état d'exception toujours possible qui, en dernière instance, réduit toutes les lois à une seule, soit celle du souverain qui peut faire ce qu'il veut, et surtout réduire tout le monde à des moins que rien, c'est-à-dire à des parias. C'est Hannah Arendt et Giorgio Agamben qui sont les mieux placés, à mon sens, pour comprendre tout ce problème-là. D'abord, il faut bien poser le problème auquel on fait face. Le vent autoritaire qui souffle tant sur les États-Unis que dans toutes les sociétés en Occident est dû à un seul et même problème, l'immigration. Le régime de Trump est basé là-dessus depuis 10 ans, depuis son mur jusqu'aux offensives de ICE à Minneapolis en ce moment même. Même au Québec, on parle de ça. Écoutez, la CAQ, le PQ, c'est toujours ça qui est en jeu. Écoutez, bas de côté les jeunes conservateurs, ou même en Europe, où MBC se retrouve aussi trop souvent. En Allemagne, le AfD, en Irlande, en Angleterre, au Brésil, en Argentine, on parle de ça, on parle d'immigration, on parle de gens qu'on ne veut pas. C'est ça qui est toujours question. Or, ça consiste en quoi ce problème-là? Certes, c'est du racisme refoulé qui ressort. Après tout, c'est pas comme si notre civilisation était fondée sur le colonialisme puis le suprémacisme blanc. C'est un autre débat. Mais le plus intéressant, c'est comment puis la manière avec laquelle ce problème-là se déploie. Face à des gens qu'on juge menaçants pour la cité, on veut pas les naturaliser, puis on veut pas non plus, on veut même pas protéger leurs droits de sol. Ce qui est d'ailleurs une des particularités du droit nord-américain et américain at large même. Soit que quiconque qui naît sur le territoire est automatiquement un citoyen. C'est même au Canada, c'est le même aux États-Unis. Et puis, Trump a remis ça en cause, d'ailleurs, dans la dernière année. Et donc, le problème d'immigration, c'est qu'on est donc pogné avec des gens qu'on refuse de naturaliser, mais qui ne veulent pas non plus retourner dans leur pays de naissance. C'est là qu'on se trouve donc avec une figure bien complexe du droit international, soit celle du réfugié. La particularité du réfugié, c'est qu'il n'a pas d'État. Il est un apatride, on dit. Dans les détails, il y a une différence là, entre les deux, mais dans des contextes où des masses de gens sont en jeu, la différence tend à s'effacer. Et c'est là où le bas blesse, parce que l'apatride, c'est ça le problème de l'immigration. Des gens sans patrie, des gens sans nation pour les accueillir. Or, notre civilisation ayant comme fondement de la vie politique la nation, le concept de nation, c'est-à-dire la nativité, la naissance, nashita. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui vient de nulle part et qui ne peut aller nulle part? Quand on parle d'une fiction au sujet de ce système-là, qui surtout a été l'affaire de l'hégémonie américaine. On l'a dit, les États-Unis sont quand même à la genèse de l'ONU, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle est simplement la suite de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, cette hégémonie-là américaine, quand on parle d'une fiction, et avec raison, cette fiction, c'est en effet celle qui, par ailleurs, lie la naissance au début de la vie politique. C'est là que Agamben entre en jeu, parce qu'au même titre que quand on parle de la fiction du Rules-Based Order, International Order, cette fiction-là, c'est aussi celle qui lie la naissance à la vie politique. Ce sont les bases de cet ordre international, mondial. Là. Agamben écrit dans Beyond Human Rights, il écrit The fiction that is implicit here is that birth, Nashita, comes into being immediately as nation, so that there may not be any difference between the two moments. Rights et droits
in other words, are attributed to the human being only to the degree to which he or she is the immediately vanishing presupposition of the citizen. And in fact, the presupposition that must never come to light. Ce qu'Agamben raconte ici, c'est que, étant donné que la nation et son statut de citoyen a pour fondement la naissance, c'est-à-dire le moment où l'on n'est seulement qu'un homme en général, une vie nue, au moment qu'on naît, et que c'est la nation qui accorde et protège les droits, l'homme en général, la vie nue, à la naissance, est donc capturé par l'ordre politique. L'homme en général, c'est le réfugié ou l'apatride, celui qui a défait le lien entre la naissance et la citoyenneté. C'est pour ça qu'Agamben dit que les droits sont attribués à l'homme seulement dans la mesure que cette présupposition, c'est-à-dire la vie nue de l'homme en général, disparaissent dans le statut du citoyen. Le mensonge des droits de l'homme, avec un grand H, c'est que l'homme n'a en vérité aucun droit. Il n'a des droits seulement dans la mesure où il est un citoyen, et que sa vie nue disparaisse. Mais encore là, le citoyen, encore faut-il qu'il ne devienne pas la victime d'un pouvoir souverain qui saurait, par le biais d'une loi martiale, lui retirer tous ses droits et le renvoyer de facto au statut d'homme en général. Ça, l'avenir nous le dira. Agamben poursuit, il dit « If the refugee represents such a disquieting element in the order of the nation-state, this is so primarily because by breaking the identity between the human and the citizen, and that between nativity and nationality, it brings the originary fiction of sovereignty to crisis. » Le réfugié, donc, la figure du réfugié, rend manifeste la fiction qu'est le rapport entre la naissance et la citoyenneté. Seul rapport en vertu duquel on a des droits, et rapport qui échappe aux réfugiés parce qu'il brise le lien entre l'être humain en général et le citoyen. Il est un non-citizen. C'est le même qu'il est appelé. Étant un être humain dont on ne peut relier la naissance à une nation, le réfugié se présente comme l'incarnation même de cette fiction et du vide juridique sur lequel sont fondées les lois internationales, les États-nations, bref, l'Occident au complet. Agamben continue. What is new in our time is that growing sections of the humankind are no longer representable inside the nation-state, inasmuch as the refugee, an apparently marginal figure, unhinges the old trinity of state, nation, territory. It deserves instead to be regarded as a central figure of our political history. We should not forget that the first camps were built in Europe as spaces for controlling refugees, and that the succession of internment camps, concentration camps, extermination camps represents a perfectly real filiation. En effet, le réfugié est donc au centre de l'histoire politique occidentale. Les problèmes liés à l'immigration qu'on rencontre partout en ce moment, aux États-Unis et ailleurs, c'est simplement la réémergence de cette figure et de surcroît, la manifestation du fait que l'homme, si cher aux déclarations de droit international, ne veut strictement rien dire. Un homme, s'il n'est pas un citoyen, c'est-à-dire s'il est un homme en général, n'a aucun droit. Arendt écrit dans L'impérialisme, les origines du totalitarisme, les survivants des camps d'extermination, les détenus des camps de concentration et d'internement, et même les apatrides relativement heureux, n'ont pas eu besoin des arguments d'Edmund Burke pour comprendre que l'abstraite nudité de celui qui n'est rien qu'un homme constituait pour eux le pire des dangers. Il est là le danger. C'est que le pouvoir souverain a toujours le droit méta-juridique de nous réduire à des hommes, que des hommes, c'est-à-dire nous réduire à des hommes en général, c'est-à-dire une abstraite nudité, nous dit Arendt. Certains ont dit que le travail de ICE, du service Immigration Custom Enforcement, whatever. Certains ont dit que le travail de ICE relèverait d'un travail de chasseur d'esclaves, mais c'est faux. ICE ne cherche pas à générer du travailleur gratuit ou à créer une genre de main-d'œuvre. En fait, ICE cherche tout simplement à effacer des gens de la carte. Dans un monde idéal, le régime trumpiste supprimerait, d'un claquement de doigts, tous les réfugiés et par extension leurs sympathisants. Parce que déjà, un esclave, bien que sa condition de vie soit réduite à très peu, il a quand même une valeur marchande, une valeur d'échange.
L'esclave est donc protégé à l'intérieur du droit. Il s'inscrit dans la société, au bas de l'échelle, certes, mais toujours en son sein. L'apatride, lui, il est nulle part dans le droit. Il s'inscrit nulle part si ce n'est qu'à sa limite, dans une zone d'indistinction juridique, à savoir qu'ayant aucune nation pour défendre ses droits, c'est dire qu'il n'a aucun droit. En dépit de ce que des sycophantes comme Christine Home, J.D. Vance, Greg Bovino ou Caroline Leavitt prétendent, ICE ne cherche pas à trouver des criminels puis à les poursuivre en justice en fonction du droit judiciaire. Non, on cherche simplement à générer des hommes sans droit pour les foutre dans des camps. Le camp n'est pas une prison. C'est le lieu où le droit s'efface et où l'homme perd de ce fait ses droits fondamentaux. En effet, ce n'est pas des lieux d'incarcération, c'est pas des dispositifs correctionnels, c'est pas des prisons. En fait, même juridiquement, on appelle ça des civil detention, des détentions, des détentions de civils. C'est ce genre d'oxymore là, qui évoque très bien le genre de paradoxe avec lequel on est pris en ce moment. Leur modus operandi le prouve. On arrête du monde sans mandat, sans jamais porter d'accusation, à l'aveugle, simplement mu par un principe de peur où la loi n'existe pas. Trump, le souverain, agit en dehors de la loi pour établir un nouvel ordre de loi, puis rend de ce fait caduque tout l'ensemble de lois internationales auxquelles Carney fait référence. Agamben remarque qu'en aucun temps, de la Ligue des Nations de l'après-Première Guerre mondiale en 1919 jusqu'au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aujourd'hui, ces organisations ont jamais été capables de faire respecter les soi-disant droits de l'homme lorsque des phénomènes de masse survenaient. Agamben écrit « What is essential is that each and every time refugees no longer represent individual cases but rather a mass phenomenon. As was the case between the two world wars and is now the case once again, these organizations, as well as the single states, all the solemn evocations of the inalienable rights of human beings notwithstanding, have proved to be absolutely incapable not only of solving the problem but also of facing it in an adequate manner. The reasons for such impotence lie not only in the selfishness and blindness of bureaucratic apparatuses, but also in the very ambiguity of the fundamental notions regulating the inscription of native, that is, of life, in the juridical order of the nation-state. Jamais les droits internationaux ont été respectés simplement parce qu'elles sont fondées sur rien, si ce n'est que la bonne foi des souverains des États. La loi internationale repose sur la bonne foi parce que l'inscription de la naissance comme point de référence à la citoyenneté fait en sorte que des hommes qui sont simplement nés, mais qui sont toutefois dépourvus de citoyenneté, sont en conséquence dépourvus de loi, dépourvus de droit, pardon. Donc, finalement, on les rejette dans les bonnes grâces de ceux qui décident. Puis, généralement, la bonne grâce n'est pas si bonne. Donc, la figure du réfugié est la figure limite de ce soi-disant droit international. Et donc, à chaque fois que cette figure-là apparaît, on assiste au pire, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment des atteintes à la dignité humaine. Lorsque quelqu'un n'a pas de droit, on peut le tuer sans commettre de crime. Or, je ne crois pas qu'il y ait de meilleure formulation pour résumer ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. C'est à dessein qu'Arendt écrit que les mots mêmes de droit de l'homme devinrent aux yeux de tous les intéressés, victimes, persécuteurs et observateurs aussi bien, le signe manifeste d'un idéalisme sans espoir ou d'une hypocrisie hasardeuse et débile. Fin de citation. Dans ces mots qu'Arendt décrit les droits de l'homme. Un idéalisme sans espoir, une hypocrisie hasardeuse et débile. C'est en d'autres mots ce que suggère Carney quand il dit que, en fait, on savait que cet ordre international était en partie faux. Et il dit that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. But, he says, this fiction was useful, and American hegemony in particular helped provide public goods
open sea lanes, stable financial system, collective security, support for the frameworks for resolving disputes. So, we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. Fin de citation. Carney fait bien de le remarquer. Mais Carney demeure un banquier et il présente comme seule solution le calcul du risque, le risk management. Finalement, la seule solution, c'est le capitalisme. On va encore remanier ça, mais on changera finalement jamais rien. Donc, à défaut de le critiquer, Carney ne souhaite jamais sortir du paradigme. Cette espèce de fausse critique-là est d'autant plus absurde, sachant que à la genèse du capitalisme, si on lit Marx, gît une figure très semblable à celle du réfugié, c'est-à-dire la figure du Vogelfrei. Vogelfrei, l'oiseau libre, on dit en allemand. C'est-à-dire, le Vogelfrei, c'est un statut là, juridique à l'époque qui était celui du sans-feu ni lieu, une espèce de vagabond à qui on a tout volé, à qui on a quelqu'un qui était dépossédé complètement. À la genèse du capitalisme, on retrouve cette figure-là. Donc, finalement, de proposer la solution au capitalisme, le capitalisme, c'est ça que ça fait des banquiers quand ça se met à penser. Mais bon, c'est pas non plus un hasard si Carney signale tout ça au moment où les États-Unis traversent la pire crise migratoire de leur histoire. Allegedly. Mélange ça avec un passé, un brin raciste et génocidaire, puis tout est en place pour l'établissement d'une politique de la mort, c'est-à-dire le fascisme. Tout le monde devient potentiellement un réfugié, un apatride, ou un homme en général. Et puis c'est là qu'émerge le camp. Ce lieu à l'antipode de la naissance et de la vie nue qui reste encore à imaginer, c'est-à-dire ce lieu de la mort insignifiante de l'homme tuable et insacrifiable. Donc je terminerai avec, disons, une note un peu éditoriale quant à ce problème-là auquel on fait face, en disant que c'est probablement que par la bonne volonté que le droit trouve sa légitimité. Je pense que Carney a raison quand il dit le problème, c'est que le capitalisme puis le colonialisme, qui est son plus fort véhicule, finalement ce système politique-là, son problème, c'est que ce système-là est absolument pas fondé sur la bonne volonté de quiconque. En effet, ce système-là est basé sur manger le plus gros poisson. C'est juste ça. Le droit international puis le rules-based international order dont parle Carney est une fiction, un jeu. Mais un jeu ne fonctionne qu'à la condition d'un accord implicite. Donc je ne sais pas quoi faire du pouvoir souverain dans la mesure où il peut toujours détruire le jeu. Puis je vois pas comment le jeu peut exister si ce n'est que par la bonne volonté de tous les joueurs. Je vois vraiment pas comment il peut y arriver autrement. Puis c'est quoi la bonne volonté? Je pense que on peut dire sans trop se tromper que c'est au moins le respect de l'homme qui n'est plus rien qu'un homme. Le respect de la vie nue. Le respect du réfugié, de celui qui n'est qu'un homme. Agamben termine en effet son texte en disant que si le réfugié est si contraignant dans cet ordre actuel des choses, basé sur les droits de l'homme, c'est qu'il faut plutôt le prendre comme point de départ d'un nouvel ordre des choses. Agamben écrit que le concept premier de l'ordre du monde ne devrait pas être le droit du citoyen, le ius du citoyen, mais plutôt le refugium du singulier, il dit. C'est-à-dire le refugium de l'homme quelconque, de la singularité quelconque, il dirait. Parce qu'à partir de ce moment-là, on brise indéfiniment le lien entre la naissance et la citoyenneté, de manière à ce que le simple fait d'être en vie soit matière à être protégé par le droit. C'est pour ça que Hannah Arendt écrit et parle
d'un droit d'avoir des droits. Ce droit impliquerait forcément un territoire déterritorialisé au sein duquel l'être humain appartiendrait avant tout à l'humanité. Mais bon, tout comme le dit Arand à la fin de son essai, eh bien, il n'est absolument pas certain que ce soit possible. Bon, on peut toujours l'imaginer, ce sera toujours bien un début.